m'a aussi forgé parce que ça m'a montré que il faut prendre le temps pour pouvoir faire certaines choses. On ne se pose pas très tôt la question de ce qu'on veut faire, en fait, après le baccalauréat. Et le plus important, c'est de donner ce qu'on a déjà. C'est pas comment ta journée a commencé. Mais il suffit que je souris et que toi, tu me répondes et qu'il y ait cette liberté, cette ouverture. Libérer la parole. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des mots dits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de votre plateforme sociétale Morale, des mots et des râles. Votre plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Morale est un espace non seulement dédié aux problématiques de la société, mais surtout à l'éducation, à la parentalité positive, au développement personnel, à l'engagement et à la citoyenneté et à tout ce qui touche à l'humain dans sa complexité. Tout d'abord, je vais naturellement t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également nous trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, et bien entendu sur le site web www.mo-ral.com où tu trouveras toute l'actualité de Morale. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir une jeune femme, une jeune fille très passionnée des mots, une férue également, une férue des mots, bien sûr. Elle a à son actif plusieurs romans. Elle commence à écrire depuis l'âge de 12 ans. Elle a baigné dans les mots et c'est quelqu'un qui aborde également des thématiques importantes, des thématiques d'urgence. Je ne vous en dirai pas plus. Découvrons notre invité juste après le générique. li ci baay bi di doom na ko jëli kaddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo ci ko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Mariam Diouf est née à Dakar et a grandi dans une famille aimante mais stricte. Elle a développé très tôt le goût de la lecture. Le premier roman qu'elle a lu à 12 ans est celui de Daniel Steele, Joyau. Quand elle a lu tout ce qu'elle pouvait chez elle, elle a décidé de créer ses propres histoires et de là est née sa passion pour l'écriture. Écrire pour s'amuser d'abord, se divertir, puis avec l'âge pour poser le doigt sur les questions dont elle cherchait les réponses entre les lignes rédigées. Son premier roman, La vie est un choix, a été publié en 2018 et le second, Suis-je né pour subir cela, en 2021. Depuis, Marem ne s'est pas arrêtée d'écrire et a maintenant à son actif une dizaine de contes pour enfants, des romans et des nouvelles publiées sur des plateformes telles que Totem et YouScribe. Marem Diouf a fait management des affaires internationales, mais travaille finalement en tant que scénariste indépendante. Pour elle, c'est comme une pièce du puzzle qui s'est mise en place avec cette passion qu'est l'écriture scénaristique. Bonjour Marem. Bonjour Arma. C'est un plaisir de te recevoir sur Morale et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager avec vous ma passion, avec le monde aussi. Et surtout tes mots. Et mes râles. Et oui, des mots et des râles. Et naturellement, on va commencer par ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire écrire. Oui. Donc, je vais t'inviter à adhérer au rituel de Morale. Je vais t'inviter à mettre sur ce papier un mot qui te vient tout de suite à l'esprit, de manière vraiment spontanée, qu'on va découvrir juste avant la fin. D'accord, ok. Parfait. Merci. On garde le secret, on va découvrir en même temps que les autres. Oui. Donc, Marem, tu es née en 98 à Dakar et tu évoques une enfance dans une famille aimante et stricte. Quelle est l'influence de ce cadre par rapport à cette personne que tu es devenue et surtout l'écrivaine que tu es aujourd'hui? Alors, Rahma, oui, j'ai grandi dans une maison qui était comme un cocon, avec un père, une mère, avec aussi un frère jumeau, je suis jumelle. Et j'ai des frères et sœurs aussi, une petite sœur et un petit frère. Marem est jumelle alors? Oui, je suis jumelle.
Et disons que ce cadre m'a beaucoup aidée parce que mes parents mettaient vraiment un accent particulier sur le fait qu'on doit rester à la maison. Comment dire, on était amis. On n'avait pas besoin d'amis extérieurs. On était tous amis dans la maison. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen de me divertir. Et c'est là que ma mère m'a introduite, c'est elle qui m'a introduite à la lecture. Parce que je m'ennuyais tellement. Et elle m'a dit, prends un de mes romans. Il faut dire qu'elle avait un carton de livres sous son lit. Ah oui? Oui, elle les cachait parce que c'était pas de mon âge. Bien sûr. Oui. J'étais très jeune. Et mon père, lui, il avait carrément, je sais pas si tu connais les grosses malles vertes, là. Tout à fait. On en a ici. Ah, voilà. Justement, une malle comme ça, remplie de livres aussi, de tout genre. Ça me rappelle mon père. Hein. Ah, oui, voilà. Oui. Donc, tout ça, ça fait que quand je m'ennuyais, j'avais le choix d'aller piocher, soit du côté de mon père, soit du côté de ma mère. Mais j'ai été plus du côté de ma mère parce qu'elle lisait des romances, des choses qui étaient un peu plus douces que mon père qui lisait plus politique et autres. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidée à aimer la lecture, d'abord, puis à aimer l'écriture, plus tard. Et quand je parle d'un cadre strict, c'est bien sûr du fait que oui, on sortait pas vraiment, donc on avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Mais quelque part, ça m'a aussi forgé parce que ça m'a montré que il faut prendre le temps pour pouvoir faire certaines choses. Tu peux pas juste dire je vais lire un livre. Si tu prends pas ce temps-là, tu ne l'auras jamais. Donc le fait qu'on soit toujours à la maison, qu'on ait cette manière d'être entre nous et autres, a fait que oui, finalement, je suis cette personne un peu casanière, d'ailleurs, toujours. Ah oui. Oui, et qui aime lire et qui aime écrire. Voilà. Et qu'est-ce que ça a facilité, en fait, toutes ces valeurs, cette manière d'être, cette manière de faire, dans tes interactions avec le monde extérieur, puisque tu ne sortais pas, tu es une casanière. Aujourd'hui, ton travail, en tout cas, te demande ou t'exige à plus t'ouvrir et avoir des interactions. Qu'est-ce que ça facilite aujourd'hui? Au départ, c'était compliqué, il faut le dire, parce que je ne parlais pas beaucoup wolof. Mes parents me parlaient tout le temps français. Ils parlaient tout le temps français. Tu peux me parler aujourd'hui wolof, je te réponds en français sans même m'en rendre compte. J'ai même des problèmes au marché jusqu'à présent à cause de ça, parce que je réponds naturellement en français. Mais après ça, quand on allait par exemple à l'école, j'arrivais pas à socialiser. J'avais l'habitude de rester seule. J'avais l'habitude d'avoir tout le temps mon livre dans mon sac. Peu importe où j'allais. Donc, pendant les pauses, même parfois pendant les cours, quand je m'ennuyais, parce que ça arrive, je prenais mon roman et je le mettais en bas de la table, là. Et pendant que le prof faisait des trucs, moi, j'étais là en mode, OK, pas suivante. C'était des matières que tu n'adulais pas forcément? Les mathématiques. Bien entendu. Les mathématiques. Oui. Bon, ça n'a pas facilité un peu la socialisation une fois dehors. Mais au fur et à mesure, quand même, j'ai appris à m'adapter, à m'ouvrir plus et à écouter le monde. À écouter parce que quand tu écris déjà, quand tu lis, ça t'ouvre le cerveau, ça t'ouvre tu observes plus, en fait. Et avec ces nouvelles aptitudes, disons-le comme ça, et ça nous force à nous ouvrir, ça nous force à poser des questions, ça nous force à nous adapter et à être avec les autres, en fait. Et du coup, oui, c'était bien. Maintenant, avec le travail, il faut le dire qu'il y a encore un tout petit peu je dirais pas de la réticence, mais je n'ai pas toutes les habitudes de tout le temps sortir, aller à des événements et autres, rencontrer du monde. Je le fais que quand c'est vraiment nécessaire. Voilà. Donc, disons que cette éducation et ce cadre qu'on avait et tout m'a aussi aidé à savoir filtrer. Absolument. Là où je dois aller ou pas. Et comment je voudrais, être avec les gens, peu importe le milieu dans lequel je vais. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que tu aimes lire le plus? Comme genre littéraire, bien sûr. Tu vas rire. Dis-moi. Je lis encore des bandes dessinées. Des mangas, peut-être? Oui, des mangas. Ok. Des bandes dessinées, toujours, et des mangas aussi. J'en lis beaucoup. Mais côté littéraire, côté œuvre, parce qu'il y a des gens qu'en fait qui sont toujours en train de me dire que les mangas c'est pas de la littérature.
Donc, il y a beaucoup d'enseignements dans les bandes Il y en a dessinées. beaucoup. Il y en a Il y en a énormément. tellement. Et moi, je me suis rendu compte également qu'il y a des bandes dessinées comme Tom et Jerry. Mhm. À l'époque, on ne se rendait pas compte, on On les n'avait pas banalisait. conscience des thèmes, en fait, qu'ils Oui, abordaient. oui. Mais avec du recul, parfois, je vois des réels sur les réseaux sociaux, Facebook, Oui. Instagram, Oui. et je vois des commentaires. Ah, à l'époque, on ne comprenait pas. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a vraiment des enseignements. Et à cet âge, on ne s'en rend comprend pas, compte. on est plus dans Exactement. l'amusement, dans le divertissement, Mhm. mais avec l'âge, on comprend qu'il y a beaucoup de messages. Et quelque part, ça nous formate, hein. On ne le sait pas, mais quelque part, ça nous formate dans notre manière d'être Mhm. et dans notre manière de penser aussi. Mhm. Et quels sont tes souvenirs de tes premières lectures? Alors, mon premier roman, c'était Danielle Steele. Mhm. Je n'oublierai jamais parce qu'elle fait partie de mes auteurs préférés. Mhm. Danielle Steele, Joyau. C'était le titre du roman. Vraiment, c'est parce que je m'ennuyais et je savais pas quoi faire. J'étais assise dans mon lit. C'est un roman de ta maman? Oui. Ok. Je lui ai dit, maman, je m'ennuie. Mhm. Elle est allée chercher, elle a trouvé Joyau et elle m'a donné. Elle m'a dit, Mhm. vas-y, tu vas lire. J'ai lu ça, c'était presque 400 pages. Mhm. J'ai lu ça en une journée. Moi, j'avais absolument rien d'autre à faire, faut le dire. Un premier livre? Oui, pour un Ok. premier roman, Ok. je me suis retrouvée dans cet univers, comme si j'étais assise sur un banc quelque part Wow, par là-bas, magnifique. avec un popcorn, Mhm. et je regardais, je faisais partie des personnages, en fait. J'étais Mhm. spectatrice, tout en étant à l'intérieur. J'arrivais à sentir les odeurs, à voir les personnages, Mhm. à voir les couleurs, à voir les décors. Mhm. C'était tellement beau. Et c'est comme ça que j'ai adoré la lecture. Depuis, Exactement. dès que j'ai fini, j'ai pris d'autres romans et d'autres romans et d'autres romans jusqu'à ne plus en avoir, malheureusement, avec ma mère. Et je te comprends tellement. Moi, il m'arrive de terminer un livre et d'enchaîner tout de suite. Oui, Tellement j'ai envie de garder cette connexion Surtout, oui. avec un monde que je ne fréquente pas, effectivement. là, dans l'immédiat ou dans mon environnement immédiat. Et c'est tellement plaisant de découvrir d'autres manières de penser. Surtout la première fois. Exactement. On a même Oui. envie d'y retourner, en fait. Mhm. Moi, Joyau, dès que je dis le titre ou que je dis Danielle Steele et que ça me revient, c'est ça qui vient, la nostalgie. C'est comme si j'avais vécu avec ces personnages-là, en fait. Oui. Et c'est beau. Il y a un lien. Effectivement, il y a un lien. Et comme tu dis, on cherche toujours à nourrir ce lien-là. Exactement. Et qu'est-ce que tu retiens principalement comme message ou comme valeur de ce tout premier roman? Que l'amour réussit toujours à tout battre, en fait. Que l'amour triomphe. est au-dessus, voilà, est au-dessus de tout. Parce que les personnages principaux ont connu beaucoup d'épreuves. La guerre, l'occupation nazie, leurs enfants qui mouraient avant eux. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais en fait, au fur et à mesure, tu vois à quel point ils étaient soudés quand même, malgré tout ça. Et ils ont réussi à tout surmonter. Ouais. Par la confiance et par l'amour. Absolument. Et quand est-ce que tu as concrètement commencé à écrire? Un peu vers cette même période, hein. Parce que moi, ma première écriture, je me rappelle, on avait un professeur particulier qui venait, Ali, qui venait nous donner des cours en français et en mathématiques aussi quelquefois, mais c'était plus en français, hein. Et il nous a dit un jour, bon, on va faire de la rédaction. Écrivez-moi une petite histoire et puis voilà. Comme ça, je me suis lâchée. Tu as écrit combien de lignes? C'est bavarde, hein? Très. Imagine. Trop même. J'ai passé la nuit à écrire, en fait. Pour une dissertation? Oui. Ok. J'ai écrit à peu près 50 pages, double feuille. J'ai commencé à... Elle a vraiment battu mon record, quoi. Les personnages vivaient leur vie. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. D'accord. C'était déjà à quel âge? Tu étais en quelle classe? Parce que écrire 50 pages, en général, c'est exactement de la classe. Oui. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'étais en 6e. Oui, j'étais en 6e. D'accord. Ouais. Parce que j'étais à Yassine Tiandou. C'est la seule classe que j'ai faite là-bas. Et tu te rappelles de tes écrits? Non. Mais je me rappelle tu sais, quand tu écris, quand tu finis une histoire surtout, tu as une sorte d'émotion qui te lie à cette histoire-là, une émotion globale. Ça, c'est ça qui me reste de cette écriture-là, parce que je me rappelle pas, il l'a perdu après. Parce qu'il était en train de le montrer un peu partout, disant que non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai dit, va montrer. Wow. Il a perdu. Il a fini par perdre le document.
Et moi, je me rappelle que c'était quand même un peu imprégné de ce que moi je lis d'habitude, de la romance à ce moment-là. C'était de la romance. Ok. Mais c'était très beau. Je me rappelle que c'était très doux. Et tu t'es inspirée de Daniel Steele, certainement? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, j'étais partie pour écrire une double feuille. Hein. Carrément. Carrément. Ouais. Sauf que je me suis retrouvée à aller chercher un nouveau cahier. Tu as laissé libre cours à ton imagination. Effectivement. Parce que j'ai fini la double feuille, l'histoire ne s'arrêtait pas. J'ai dit, oh. Et maintenant, je fais quoi? Je continue. Et j'ai continué. Je crois que je me suis endormie vers 4 heures ce jour-là. Parce que j'arrive, même couchée dans mon lit, mon père m'a dit, arrête ça, il va dormir. J'étais trop jeune, je pouvais pas rester autant éveillée pour lui. Dans le lit, j'étais couchée, j'ai attendu que tout le monde dorme. J'ai rallumé la lumière. J'ai fait la porte de ma chambre. C'est un truc où tu es obligée de oui, parce que c'est comme un goût d'inachevé que ça te laisse. Et pour un premier, c'était quand même intéressant, tu vois, de créer une histoire et de voir. Moi, je sais pas si toi ça t'arrive quand tu écris, que tu te sens détaché de tes personnages. Tu es rattaché à eux, mais ils vivent leur vie, en fait. Absolument. Et du coup, oui. Tant qu'ils n'ont pas fini leur mission là, exactement, ne se termine pas. Tout à fait. Bah, c'est comme ça, en fait, que ça s'est passé pour moi aussi. Et quelles sont, en général, les grandes questions qui traversent tes écritures? Alors, au début, c'était vraiment le divertissement. Moi qui cherchais à trouver, par exemple, une de mes vraiment longues histoires, c'était très fictif, parlant d'anges, démons, ce genre de trucs-là. C'était vraiment pour le divertissement. Puis, de plus en plus, mes écrits répondaient à des questions que je me posais moi-même. Par exemple, avec La vie est un choix, mon premier roman, c'était comment, en fait, être une femme dans une société où on te dit que pour être une femme, il y a tel code. Un roman, excuse-moi, que tu as publié en 2018. Effectivement, oui. Effectivement. Et je me rappelle quand je l'écrivais, c'était plus des questions du genre, je suis une jeune fille, comment je dois être une jeune fille avec les autres, chacun ayant quand même un rôle dans ma vie, avec mes parents, avec mes amis hommes, comme mes amis femmes. Il y avait différence. Il y avait vraiment différence dans le comportement. Et dans tout ça, je me cherchais, en fait. Je me cherchais beaucoup. Donc, il y a une grosse partie de ce roman qui me concerne. Quoique, il y a une autre grosse partie qui est très fictive aussi. Mais, en gros, c'était ça, c'était des questions par rapport à l'adolescence, par rapport à la découverte de soi et la réalisation de soi, de qui on est, indépendamment des autres. Parce que quand on vit dans une famille, on a l'impression d'être juste, surtout au départ, quand on n'en a pas vraiment conscience, on a l'impression qu'on est juste rattaché à certains membres de la famille. On est juste un prolongement, voilà, des parents. Il n'y a pas cet individu. Exactement. Voilà. On est des individus avec notre manière de voir, de penser et d'analyser les choses, qui peut être très différent de ce que dans le cadre familial on voit. Donc il y avait toutes ces questions-là qui revenaient. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un roman avec ces idées-là, un peu parsemées un peu partout. Et puis voilà. Ça, par exemple, c'était le premier roman. D'accord. Pour le deuxième roman, Suis-je née pour subir cela? Avant de parler du deuxième roman, comment t'es venue l'idée ou ces questionnements-là? Le fait de te questionner sur ton individualité. Qu'est-ce que tu représentes? Qui tu es? Pourquoi ces questions et comment elles sont venues? Cette question me fait sourire parce que quand j'ai écrit La vie est un choix, c'était pas du tout cette histoire au départ. C'était l'histoire d'anges et démons qui tombaient amoureux et qui devaient pas parce que finalement leur progéniture allait détruire la terre. Puis la mer s'est transformée en mère nature et a redonné vie à la terre. C'était ça mon tout premier roman. Sauf que la maison d'édition n'a pas compris mon délire. Ah oui, carrément. Moi, j'essaie de comprendre. Ils ont pas compris mon délire. Et ils m'ont dit, voilà, ils prendront pas le roman finalement, que c'était n'importe quoi, ce genre de truc. Et ma mère, bah, au lieu de me soutenir, disons, elle a pas été gentille dans ses mots à ce moment-là. Et elle m'a dit que, voilà, elle a donné sa parole. Et que moi aussi, j'ai donné ma parole. Donc, il faut que j'écrive ce roman. Donc, automatiquement, j'étais frustrée. Et je me disais, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière d'écrire,
Et tout le monde rejette, en fait. Alors que je suis une personne à part entière, j'ai besoin d'affirmer cette partie de moi, en fait. C'est bien. Et du coup, c'est là que je suis allée écrire. La toute première page de La vie est un choix, je l'ai écrite en pleurant. C'est pour ça que ça commence avec Il pleuvait. Oh, Oui. ok. Ça commence Ok. avec Il pleuvait. Parce que il pleuvait vraiment dans mon cœur, en fait. Parce que je comprenais pas, il y avait trop de choses. Il y avait un trop plein d'émotions. Il fallait que ça sorte. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais pas de fil conducteur. D'accord. J'avais pas d'idée, d'histoire en elle-même. La plupart du temps, quand j'écris, c'est comme ça. Je commence à écrire. Et au fur et à mesure, Tout à fait. Les idées viennent. Il faut commencer. Il faut commencer. Après, tu sais même pas d'où les l'inspiration mots, vient, hein. d'où ça vient. C'est juste, ça coule de source. Dès que tu commences, bizarre. après, c'est bizarre. C'est comme si tu étais connecté à quelque chose qui te soufflait. Oui. C'est magique, tout simplement. Effectivement, c'est incroyable, hein. Je sais pas comment toi tu vis ça, mais parfois même quand tu te relis, tu te poses des questions, tu te dis, d'où ça vient? Tout ça, oui. D'où ça vient? Parce que à la base, quand j'écrivais, j'étais partie pour écrire une ligne, 2 lignes, et je me retrouve avec 1 page, 2 pages. C'est toujours comme ça. Et je me dis, ok, fallait juste avoir confiance et avancer. Mais en tout cas, je vois en toi une femme, une jeune femme très résiliente, parce qu'en fait, tu aurais pu abandonner. C'est vrai. Te dire que bon, j'ai fait tout cet effort, j'ai écrit, on rejette mes toutes premières écritures, mes tout premiers mots. Tu aurais pu te résigner, abdiquer, ce que tu n'as pas fait. Tu as quand même choisi de t'écrire toi. Avec mon entretien avec Patterson, on a écouté le son de Kerry James, Je m'écris, et tu as choisi de t'écrire tout simplement. À travers ton roman que tu as publié en 2021. C'est Suis-je né pour subir cela? Magnifique. Oui. Et où est-ce qu'on pourrait trouver ces romans? Alors, avec les maisons d'édition. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas mis les livres dans les librairies, ils ont préféré les distribuer eux-mêmes. Ah, ok. Voilà. Donc, il faudrait les contacter directement. Oui, je vous laisserai les contacts et tout, comme ça. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Et tu nous parles de quoi exactement dans ce dernier roman que tu as publié en 2021, à part t'écrire toi? Qu'est-ce que tu racontes? Suis-je née pour subir cela? Par contre, ici, il y a une partie de moi dans ce roman-là, c'est à combien j'adore les enfants. Ça, c'est au centre de cette œuvre-là. Parce que Suis-je née pour subir cela, ça parle de la maltraitance des enfants faite par les parents, jusqu'à ce que parfois mort s'en suive. Je ne comprenais pas. Maltraitance physique. Hein. Voilà. Physique et morale aussi. Mais je ne comprenais pas comment on pouvait voir un petit être comme ça et lui faire mal. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à écrire cette œuvre-là. Comme d'habitude, je ne savais pas que j'allais écrire un roman par rapport à ça. Je voulais juste écrire quelque chose par rapport à ça. Je ne savais pas quoi. J'ai l'impression que c'est toujours ton histoire. Tu commences par t'écrire, mais tu parlais tantôt de la réaction que ta maman a eue après tes premières écritures, et tu étais frustrée. Oui. Et quand tu parles de maltraitance, est-ce qu'il y a une partie de maltraitance? Oui, pas maltraitance carrément, mais peut-être cette violence morale ou mentale, je dirais, que tu as subie. Parfois, tu parles toujours de toi en parlant des autres. Effectivement. Parce que dans mes romans, j'utilise le jeu, justement. C'est pas forcément mon histoire, mais il y a une part de moi dedans. En fait, je pense qu'on peut même pas écrire sans mettre une part de nous dedans. C'est pas possible. Ça vient de nous. C'est normal qu'il y ait quelque chose qui nous caractérise particulièrement. Et effectivement, oui, je pars toujours de moi pour parler aux autres, pour parler des autres, et pour parler aux autres aussi. Parce que quand je pose mes questions, j'écris pour trouver un semblant des réponses. Et surtout ça, parce que j'aime me dire que certaines personnes qui vont lire ces romans-là vont quand même trouver ce semblant de réponse que moi j'ai un peu trouvé aussi. Quelque chose comme ça. Et comment ton lectorat l'a accueilli? Le deuxième? Le deuxième. De Suis-je née pour subir cela? Suis-je née? Oui. Alors, il faut dire qu'ils ont préféré La vie est un choix. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais toujours pas. Tu peux me rappeler de quoi tu parlais exactement? La vie est un choix. C'était, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se cherche, qui n'arrive pas à trouver sa vraie place entre, en fait, entre la fille, l'amie, la petite copine. Elle avait des copains et tout.
la vie en général, comment elle appréhendait. Elle faisait ses choix et comment elle les assumait aussi. C'était ça, en fait. C'était juste beaucoup de thèmes, disons. Il y avait même le thème de questionnement et de thèmes développés dedans. Il y avait même l'idée de mettre aussi un peu de l'éducation que moi j'ai reçue, qui était quand même assez carrée, assez bien, et de l'éducation de la rue. Ce que la rue t'apprend et ce que t'apprends à la maison, c'est deux choses différentes. Et il faut savoir faire, la corrélation des deux pour pouvoir avancer dans la vie. Et du coup, elle, c'était ça son big problème, disons-le comme ça. La jeune fille. Voilà. Elle s'appelle comment dans le roman? Cinderella. Oui. Cindy. Voilà. Et tu écris également des contes pour les enfants. Oui. Qu'est-ce qui te pousse à écrire pour les enfants? Tu dis les contes également? Non, pour l'instant pas. Tu les écris, d'accord. Pour l'instant pas, je les ai juste écrits. Et en fait, les contes pour enfants sont venus beaucoup plus tard. Je crois que c'était en 2022 ou 2023. D'accord. 2022, oui. Parce que j'ai rencontré Ndeye Marème Diop de Totem. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Elle a une plateforme en ligne qui s'appelle Totem, comme tous les thèmes, et qui permet aux auteurs... En fait, c'est comme Wattpad, mais africain. Typiquement africain. Voilà. Et du coup, moi, c'est là-bas que j'ai mis mes premières écritures, mes premiers écrits, et mes premiers contes aussi. Tous mes contes sont là-bas, en vrai. Oui. Et c'est elle qui m'a incité à écrire des contes pour enfants, parce qu'elle m'a dit que j'ai une plume facile à comprendre, même pour les enfants. Donc, j'écris des trucs. En tout cas, c'est différent de Ange ou Démon, je sais pas trop. Oui, la première histoire, c'est différent. Il faut le dire. Ça, je sais toujours pas quel délire j'avais, mais je trouve intéressant quand même. Et le cran, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. J'en ai fait une nouvelle et puis j'ai mis ça aussi sur le thème. J'ai laissé ça là-bas. Et pour revenir au conte. Pour revenir au conte, quel thème tu développais? Alors, il y a le premier conte, c'était La forêt de Minani. C'est une jeune fille qui a été abandonnée dans la forêt et que ses amis étaient les animaux. Ses ennemis étaient les humains. Ça montrait un peu. Est-ce que tu peux répéter un peu? Ses amis étaient les animaux. Et ses ennemis, c'était les humains. Les humains, Voilà. D'accord. Parce que quand elle a compris qu'elle ne ressemblait pas aux animaux, elle a grandi là-bas, elle ne voyait, et d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle ne ressemblait pas aux animaux. Aucun animal qu'elle a vu. Et elle est allée chercher son espèce. Sauf que quand elle est allée voir les humains, ils l'ont mal accueillie. Et du coup, elle est retournée dans la forêt où elle a appelé sa vraie famille. Pour montrer un peu que parfois, les humains peuvent être plus cruels que les animaux. Mais il incombe à la personne en elle-même de savoir quelle est sa vraie place. C'est magnifique, intéressant. Oui. Je ne sais pas si les enfants d'un certain âge pourront comprendre une telle histoire, aussi, mais je trouve quand même assez intéressant. Est-ce que tu as songé à publier les contes? J'y songe, hein. Pour l'instant, ils ont fait à Totem un travail d'illustration. Ils ont illustré toutes les histoires de contes. Donc, ça va faciliter un peu, je pense, le côté ludique de la chose, faciliter un peu la compréhension et tout. Et le fait de publier tu publies sur Totem et YouScribe. C'est ce que tu dis, en tout cas, dans ta biographie. Et qu'est-ce que cela change dans ta relation avec ton lectorat? Pour l'instant, pas grand-chose. YouScribe, j'ai commencé il y a pas longtemps, en 2025. Je pense qu'il y a 2 mois, même pas. J'ai mis toutes mes œuvres là-bas. Mais j'espère que ça va quand même me faciliter la communication et puis de créer vraiment une très forte communauté, disons, avec parce que toute ma communauté sont les écoles. J'ai fait le tour des écoles plusieurs fois, avec des foires, avec des salons du livre, ce genre de choses. Et quand il y avait aussi des salons, par exemple, comment ça s'appelle, à la place du souvenir, il y avait les écoles qui venaient par groupe et tout. Et c'est là, en fait, que j'ai créé un peu les enfants aiment beaucoup discuter avec moi. Et du coup, moi aussi, ça me plaît beaucoup de leur parler parce qu'ils sont très intelligents et très intéressants. Avec eux, tu apprends beaucoup aussi. Tout à fait. Donc, j'aime bien les écouter développer. Et parfois, quand ils ont lu mes histoires, ils me reviennent avec des retours auxquels j'avais même pas pensé. Et c'est toujours intéressant. Donc, moi, c'est là-bas que j'ai commencé. Mais là, en me mettant sur ces plateformes-là, je me dis que je peux atteindre beaucoup plus de monde et avoir beaucoup plus de retours par rapport à mon écriture. C'est toujours important. À mon écriture et et aux histoires que j'écris.
Et comment tu estimes ou tu évalues les retours en fait de ton lectorat? Comment tu Ils sont l'évalues? positifs. Positif. Ils sont Ok. positifs. Mhm. Je peux même écrire une nouvelle et les gens m'appellent pour me dire qu'ils veulent la suite. Alors que c'est une nouvelle, j'ai Une pas nouvelle. forcément de suite. Oui, J'imagine. oui. Uh-huh. C'est la même chose avec La vie est un choix. Mhm. Depuis, Mhm. on me demande un tome 2. Je dis non. C'est pas mon histoire. Dès que Ouais. je finis, moi je suis comme ça, dès que je Ouais, tu commence à passes écrire ça. quelque Ouais. chose, Mhm. je finis, Mhm. parce que finir quand même un roman, c'est compliqué. Très. Extrêmement compliqué de dire au revoir Mhm. à tout un monde. Moi, je peux laisser dormir pendant des mois, Oui, des années même. ben oui. Oui, je laisse dormir Et c'est pour pour ne ça que pas terminer. je ne les titre même pas mes offres avant d'avoir fini. Ok. Je les titre toujours à la fin. Ok. Parce que j'arrive jamais à dire au revoir, en vrai. On n'arrive jamais à le faire, ça. Ouais, ouais. C'est Et ça juste qu'on se continue en dit nous. que, Peut-être oui, qu'on n'écrit pas d'écriture, mais ça continue. ça continue en nous. Oui. Ça continue à vivre. Oui. C'est pour ça que quand on me demande en tome 2, Mhm. je dis, mais laissez les personnages vivre dans votre esprit. Créez-leur votre suite. Oui. C'est comme ça que je réponds. C'est comme les films, hein, les séries. Oui. Après, on se fait une idée parce qu'il y a toujours une perspective. Effectivement. Ils ouvrent. Et Voilà. c'est à nous d'imaginer la suite. Voilà, Oui. c'est ça. Mhm. C'est Alors, toujours intéressant d'avoir oui, un tout retour à du fait. lectorat. Tout à fait, Oui. tout à fait. On va aborder ton parcours académique. Mhm. Alors, tu as étudié le management des affaires internationales Oui. avant de devenir scénariste, parce que tu es aussi scénariste Oui. indépendante. Peux-tu nous raconter ce basculement de parcours? Alors, Mhm. ici au Sénégal, il y a un truc. Mhm. C'est que on n'est pas très tôt, on ne se pose pas très tôt la question de ce qu'on veut faire, en Mhm. fait, après le baccalauréat. Parce que le baccalauréat, quand tu es à cette étape-là, c'est comme si c'est le summum de ce que tu dois accomplir. Tout à fait. Et après ça, c'est là Mhm. que tu te poses des questions sur ton orientation. Qu'est-ce que tu veux faire après? Mhm. Et pour moi, le plus logique, c'était le management, parce que j'aime bien et le travail d'équipe et manager des équipes, enfin des groupes de personnes. Mhm. Et j'aimais beaucoup aussi tout ce qui est leadership. Ok. Un peu comme toi, je pense, Rahma. Mhm. Oui, Voilà, c'est des vrai. choses assez Je carrées rejoins un où peu. voilà, tu peux avoir disons un petit contrôle. Je suis humble là, mais Ok. avoir un On te contrôle, concède, on te l'accorde. un contrôle sur Mhm. le travail. Oui, Et voilà, avoir une marge de manœuvre. voilà, exactement. Mhm. Et c'est ça qui me plaisait dans le management. C'était D'accord. vaste, Mhm. c'était très vaste Mhm. et très particulier aussi, axé sur les personnes, Mhm. surtout les échanges. Mhm. Et moi, j'ai toujours aimé ça, la communication, les échanges et le travail d'équipe. Mhm. J'aime beaucoup ça. Du coup, Mhm. automatiquement, c'était management. Mhm. J'ai fait ma licence en management Mhm. et j'ai peiné à trouver des opportunités après. Pas de stage. Ok. Oui, pas de stage et pas de travail. Mhm. J'ai dit, bon, je vais peut-être faire mon master. Mhm. Mais entre-temps, j'ai reçu une proposition d'une maison d'édition. Comment elle s'appelle déjà? Mhm. Ceux qui font les livres Koti Koti Yoli Yoli. Vous les connaissez? J'en ai entendu Édition parler. 3E. 3 œufs, ok. Oui. Ok. Édition 3E avec Ousmane Petit, Diaye. petit, oui. Mhm. Oui. Bah, j'ai reçu une proposition là-bas Mhm. pour travailler là-bas en tant que manager. Ah, Je suis allée, Mhm. mais je me suis rendu compte que j'ai arrêté ce travail. Lundi, j'étais à Cinécap. Ah oui, Oui, c'est comme ça que j'ai tu fait. n'as pas réfléchi deux Non. fois. Oui. Parce que je me suis dit, c'était pas un hasard et puis il fallait que je le fasse. Mhm. J'étais fatiguée d'être à 3E. Mhm. Il fallait que je change il fallait que je prenne Change une bouffée d'environnement, d'air. oui. Voilà. Oui. Et ça, c'était comme si, en fait, quelqu'un m'avait entendu me plaindre et m'avait tendu une perche. Mhm. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Ou sans chercher l'opportunité est venue après. Effectivement, Mhm. oui. Et quand je suis allée, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que l'écriture scénaristique Oui. était comme, tu vois, comme si tu as un puzzle Mhm. et qu'il te manquait une pièce. Mhm. Cette pièce-là, c'était ça. Et directement, j'ai matché. Mhm. Les gens avaient déjà commencé à faire la formation un mois avant. Mhm. Mais je les ai vite rattrapés, heureusement. Ça, c'est bien d'avoir cette base en écriture-là. Ça t'ouvre quand même ça te facilite, disons. Tout à fait. Mhm. Surtout dans ce secteur-là. Mhm. Et automatiquement, quand je suis venue, on m'a dit, il faut que tu trouves une histoire et tout. Tu dois faire un court-métrage. Tu dois écrire un court-métrage. Et Tu l'as c'était fait. galère. Non, c'était galère de trouver la bonne histoire.
Je crois qu'en 1 ou 2 semaines, j'ai proposé une dizaine d'histoires. Et après, je me suis arrêtée sur une histoire et puis j'ai continué avec. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé dans l'écriture de scénarios. Entre-temps, j'écrivais aussi quelquefois des romans et tout, des contes et tout ça. Pour revenir un peu en arrière, selon toi, quel est le lien ou, je sais pas, l'impact entre la santé mentale et le fait d'écrire et l'écriture? Est-ce que tu penses qu'il y a un impact? Oh oui, un énorme impact. Parce que l'écriture est très thérapeutique. Très. À ton expression, je sais à quel point toi-même tu le sais. Absolument. Parce que quand on écrit, c'est comme si on se vide. C'est comme si on donne tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et finalement, si on a un truc négatif, plus rien ne reste. Plus rien ne reste. Surtout, il y a un rituel. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose qui te fait mal, de tout écrire aussi durement que tu veux le dire et après brûler le papier. Mais combien ça, c'est... Tu l'as déjà fait? Oui, plusieurs fois. Jusqu'à présent, quand j'ai quelque chose qui me fait mal, j'écris, ça peut me prendre... Pour libérer les émotions. Voilà. Et après, je brûle le papier. Juste en voyant le papier brûler, c'est comme si tout s'efface en même temps. Et c'est magnifique. C'est comme je disais dans mon introduction, mettre des mots MOT sur les mots MAUX. Effectivement, c'est ça. Et justement ça permet au cerveau d'être aéré, de recevoir l'information. Parce que quand tu es en colère et tout, c'est comme si tu es en train de bloquer des informations, de bloquer tout ce qui est positif en toi. Donc, tu te dis, moi, quand je me dis, bon, il faut que j'écrive, limite, je me le dis pas, c'est comme, comment dire, c'est comme une obligation. C'est comme si il faut que j'écrive. Et automatiquement, je tire un papier, je prends mon stylo ou mon crayon. J'aime bien écrire au crayon aussi, c'est fluide parfois. Et je me vide. Ça aide beaucoup. Pareil, même quand tu as une émotion positive mais qui commence à te ronger, écrire aussi te permet de réguler. C'est étrange, mais l'écriture permet de réguler les émotions, mais à un point. C'est incroyable. Tout comme là, je peux être là et j'ai des projets jusqu'à 2026. Je les connais dans ma tête, je sais ce que je vais faire. Mettre sur papier. Sauf qu'il faut vraiment que je l'écrive pour que je sois calme. Parce que sinon, je suis en désordre. C'est comme si j'ai plusieurs tiroirs qui sont en train de s'ouvrir et de se fermer dans ma tête. Et c'est comme si tu commençais à concrétiser. Effectivement. Ou tu donnais une forme. Tu donnes une forme à tes pensées. Effectivement. C'est un début, en fait. C'est effectivement ça. Ah, toi, tu sais très bien. Je parle absolument. On se dit de remplacer du mal. Oui. Mon jumeau. Il s'appelle Bounama. Ah, d'accord. Oui. Ok. C'est un homme. Magnifique. Donc, pour revenir à l'écriture scénaristique, quelle est la différence qui existe entre l'écriture romanesque et l'écriture scénaristique? Alors, l'écriture romanesque, tu as le temps de décrire, de vraiment décrire les émotions, ce que le personnage pense, surtout, et comment il le vit. Sauf que, dans l'écriture scénaristique, c'est plus image sur image. Image sur image. Image sur image. Tout en y mettant les émotions, mais en image. Tu dois imager tout. Voilà. Tout image, d'accord. Tout doit être en image. Et dès le départ, c'est ce blocage-là que j'ai eu. Je pensais que j'écrivais en image. Sauf que ceux qui corrigeaient me disaient, non, là, tu as écrit comme dans un roman. Il faut que tu sois plus dans l'image. Plus dans la description. Et c'est ça que ça m'a aussi aidé à faire parce que mon père, quand il a lu mon premier roman, il m'a dit, c'est bien, mais il faut que tu développes plus. Il faut que tu apprennes à plus développer et à plus mettre de la description. Et c'est ça que l'écriture de scénario m'a apprise, en fait. Ça a ajouté ça. Et du coup, maintenant, quand j'écris mes romans ou mes histoires, j'ai plus de développement. J'ai plus de développement, j'ai plus d'images, j'ai plus de description. Tu dois mettre plus de détails. Effectivement. Plus de description. Voilà. À la différence de l'écriture romanesque. Voilà. Et vraiment tout montrer en images. Ça aussi, ça aide aussi parce que on te dit aussi qu'il faut pas qu'il y ait beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue, parfois. Parfois, il faut laisser les images donner le message ou la mise en scène. Ça dépend de comment tu écris. Donner les messages au lieu de le dire. Et c'est la même chose. Ça aussi, ça vient combler mon écriture. Romanesque. Parce que tu peux mettre des dialogues et tout, d'accord. C'est plus fluide même quand c'est en roman.
Ouais. Vraiment, c'est beaucoup plus fluide. Mhm. Mais après, quand tu vois qu'il y a cette perspective de montrer des choses Mhm. par juste le visuel, Mhm. mais c'est magnifique. Mhm. C'est magnifique, ça change toute la dynamique de ton écriture, en vrai. Mhm. Et ça te permet d'avoir une plus grande portée. Mhm. Parce que l'humain ressent plus en émotion Tout à fait. que quand c'est juste dit, en fait. Mhm. Donc, oui. C'est très complémentaire quelque part. C'est très différent dans Ouais. la mécanique. Mhm. Mais quelque part, dans l'écriture, ça se complète. Qu'est-ce qui est plus facile selon toi? Ouf, question difficile. Mhm. Disons que l'écriture de scénario est plus facile, quelque part. Mhm. Mhm. Parce que c'est mécanique. Mhm. Parce que tu as des réglementations que tu suis. D'accord. Voilà. Là, c'est tac, 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 tac. Mhm. Ça se suit. Mhm. Sauf que dans un roman, tu prends plus le temps d'écrire les émotions, de trouver les mots justes. en fait. Exactement. Oui. Alors que dans un scénario, c'est plus le visuel. Mhm. Alors que le roman, ça doit être profond. C'est ça. Et Mhm. c'est ça, en fait. Tu peux passer des années à écrire un seul roman. Mhm. Alors qu'un scénario, Oui. quand tu as une idée et que tu sais comment la structurer, c'est déjà parti. Ok. C'est déjà parti. Mhm. Est-ce que en ce moment tu as des projets de films ou de séries? Oui, j'en ai, hein, des idées de long métrage, Mhm. de séries, oui. Bon. Pour les séries, j'ai Mhm. déjà participé à l'écriture de plusieurs séries, Mhm. avec Totem, qui est aussi une boîte de production maintenant. Elle a extend, elle a agrandi son Mhm. Ouais. truc. Mhm. On a fait Beauté maudite, on Bien a ça. fait Samachois, Mhm. on a fait Wassanam, on a fait on a écrit plein de trucs, elle et moi, Ok. comme elle le voulait dès le départ d'ailleurs. Samachois, c'est pas actuellement sur Marodi, je pense. Ou bien non? Marodi, non, c'est sur YouTube pour l'instant. Sur YouTube. Oui. Ok. Ok. Et ça passait sur Walf aussi. Mhm. Oui. Et quelles sont tes sources d'inspiration de manière vraiment générale? Ah oui? Toi? Tes expériences, je sais pas. Enfin, en vrai, ça dépend de ce que tu veux. Ok. Parfois, tu as des idées loufoques, tu Mhm. te demandes, mais Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux me permettre de... oui. Ouais. Et surtout, d'où est-ce que ça vient? Mhm. Ça ne t'arrive pas d'avoir de ces idées d'histoire Mhm. et tu te dis, non, ça fera trop. Ouais. Pourquoi j'ai pensé à ça? Ça fera trop. Mhm. Alors Tu que, te limites. voilà. Mhm. Alors que parfois, t'as Mhm. pas besoin de te limiter. T'as Mhm. juste besoin de t'asseoir et d'écrire. Tout à Et fait. après, si ça doit sortir, ça sortira. Ouais. Et quelle place aujourd'hui l'écriture occupe dans ta vie quotidienne? Bah, c'est toute ma vie, l'écriture. Mhm. Je suis scénariste à plein temps Mhm. et je suis auteur aussi. J'écris des À plein romans, temps. Mhm. j'écris des biographies, Mhm. voilà. En fait, Mhm. toute ma vie, c'est l'écriture. Mhm. Et mis à part ça, même comme je disais tout à l'heure, même quand j'ai des soucis, même quand j'ai des émotions à Mhm. réguler ou autre, c'est l'écriture qui m'aide. Donc j'écris beaucoup. Les Tout le mots temps. et marème. Voilà, Voilà. nous sommes des amis. Vraiment. Est-ce que ton jumeau écrit également? Pas du tout. Lui, Ok. par exemple, quand on faisait Mhm. la rédaction, Mhm. il a écrit 1 page et demie. C'est un scientifique, certainement. Informaticien. Ok, ok. Ah oui, je n'ai même pas parlé du fait que Oui. ce qui m'a aidé à plus être collée Mhm. au monde littéraire Mhm. sont aussi mes parents. Mon père est infographiste et ma mère est directrice de production au NEA, Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal. Ah, ok, Donc, ok. Ça se comprend. tous les deux sont On dans le comprend monde du mieux. livre. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Même pour mon premier roman, par exemple, Mhm. c'est ma mère qui a fait c'est mon père qui a fait la couverture. Ma mère a Mhm. fait la mise en page. Mhm. Pour mon deuxième roman, c'est ma mère qui a fait et la couverture et la mise en page. Bien. Donc, je suis en C'est plein le sang. dedans. Tout à Et fait. mon père, lui, mon frère jumeau, il a pris le côté de mon père, informaticien. Informaticien. Mais lui, de pur souche, il fait des codages, ce genre de trucs. Ok. Phrase qui peut définir aujourd'hui ta mission en tant qu'autrice et scénariste. Quelle serait cette phrase? Libérer la parole. Mhm. Dire ce qu'on pense. Comme morale. Voilà, c'est ça. Effectivement ça. Mhm. Vraiment dire nos Ouais. mots et nos râles Tout à fait. et extérioriser tout ce qui est en nous. Mhm.
Quand j'écris, c'est vraiment ça, c'est donner ma vision des choses. Maintenant, quand on écrit, après, quand on fait sortir son livre, bah, il est plus à nous. Il est aux autres. Et c'est ça, en fait, libérer la parole, donner un sens à des choses dont presque personne ne parle, en fait. Et après, rendre vivant ces choses-là. C'est ça, en fait. Comment te vois-tu dans 10 ans en tant qu'écrivaine? Dans 10 ans, je me vois avec peut-être une bibliothèque chez moi, remplie de mes propres romans, avec certains de mes films réalisés aussi. Très bien. Qu'en penses-tu de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous aide beaucoup, mais qui nous empêche à parfois donner libre cours à nos propres mots? C'est vrai. L'intelligence artificielle est très utile pour ceux qui savent l'utiliser. Pour ceux qui savent puiser de ça pour nourrir ce qu'on a déjà. Mais pas juste faire du copier-coller ou laisser la machine réfléchir à notre place. Si on laisse la machine réfléchir à notre place, ça n'aura plus de sens parce que on ne sortira même plus ce qu'il y a en nous. On laisse tout faire et il y aura le laxisme et autres. Donc, il faut juste apprendre à donner à cet outil son importance. Mais pas juste se reposer complètement dessus. C'est très important. Ouais. Voilà. Et malheureusement, on arrive bientôt au terme de cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Moi de même. Vraiment très intéressante, une jeune fille, jeune femme très courageuse également, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller et qui se donne les moyens d'y arriver à travers ses mots qu'elle partage, ses propres mots, son propre vécu, qu'elle parle d'elle, mais en parlant des autres et en parlant également pour les autres. Nous sommes avec Marème Diouf. Elle est autrice, écrivaine et également scénariste. Quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à un enfant, parce que tu as commencé à écrire très tôt, ou une jeune femme qui voudrait se lancer dans l'écriture? Alors, il y a des jeunes qui viennent me parler, qui prennent mon numéro, qui m'appellent pour me montrer leurs écrits, ou alors pour me dire qu'elles veulent écrire, en fait. La plupart sont des jeunes filles quand même qui viennent m'écrire. Et le conseil que je leur dis, c'est toujours d'oser. Vraiment oser dire ce qu'elles pensent, dire ce qu'elles ressentent, de le mettre sur le papier, parce que c'est pas parce que le monde est rond que tout ce qu'on doit faire doit être moulé. Elles peuvent écrire carré, par exemple. Donc je leur dis tout le temps de ne pas s'en faire de comment les autres vont recevoir la chose. Parce qu'il faut d'abord dire ce que nous on pense. Après, là, s'il faut remodeler, oui, on le fera. Mais le plus important, c'est de donner ce qu'on a déjà. Voilà. Magnifique. Le plus important, c'est de donner ce qu'on a déjà. C'est magnifique, Marème. Avant de terminer, alors j'ai hâte de découvrir le mot de Marème. D'accord. J'espère que c'est un mot qu'on connaît. Hein. Normalement, oui, on a un vocabulaire très vaste. Sourire. Sourire. Okay. J'ai écrit tout petit. C'est le verbe ou le mot? Le nom, je veux dire. C'est un peu des deux. Ok. Oui, sourire, le sourire aussi. Pourquoi sourire? Sourire parce que pour moi, c'est une force de sourire. Et c'est un cadeau que tu donnes aux autres aussi. Tout à fait. T'ouvrir et sourire aux gens. Tu ne sais pas, par exemple, je peux être venue, je peux être avec toi, et je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas comment ta journée a commencé. Mais il suffit que je souris et que toi, tu me répondes et qu'il y ait cette liberté, cette ouverture. C'est déjà quelque chose. Et tu crées cette connexion. Sourire, c'est un cadeau. Magnifique. Oui. Et tu as également un magnifique sourire. Ça, il faut le dire. Merci. Très agréable et J'ai eu beaucoup de plaisir à tenir cette conversation avec toi. Et beaucoup d'encouragement. Mes félicitations pour ce cran. Et tu inspires de par tes mots la jeunesse et même les grandes personnes, les enfants, entre autres. Oui. Toutes mes félicitations. Beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Nous arrivons au terme de cet entretien. C'était Marème Diouf, c'était Rahma. N'oublie pas de commenter, dis-nous ton ressenti, un mot,
un groupe de mots, une phrase. Qu'est-ce que tu retiens des mots de Marème Diouf, qui est autrice et écrivaine? Et c'était un plaisir en tout cas d'être avec vous. On se donne rendez-vous très très bientôt dans une autre vidéo avec un autre invité. Très bientôt, parler de mots ou tout simplement d'une autre thématique que nous abordons ici sur morale des mots et des râles. Mais avant de terminer, je vais bien entendu t'inviter à penser avec les bons mots et bien sûr d'agir avec les bonnes actions. Morale des mots et des sens pour des morales et pour le moral. À très bientôt.